Bonjour, je suis le docteur Freya Humbert, médecin du travail à l'AMET et médecin coordinateur de l'AMET. Je serai accompagnée aujourd'hui pour cette présentation par le docteur Jean-Michel Sterdignac, qui est également médecin du travail à l'AMET et président de la Société française de médecine du travail de la Société de médecine du travail d'Île-de-France. D'Île-de-France, mais j'allais le dire, d'Île-de-France, excuse-moi, d'Île-de-France, et par Jonathan Lenormand, qui est notre responsable du service prévention et qui est également toxicologue. Nous appartenons à l'AMET, qui est un service de santé au travail de l'Île-de-France et plutôt de la partie nord-est de l'Île-de-France sur le 93, une partie du 94 et une toute petite partie de Paris. Nous allons donc échanger sur les mesures de prévention en entreprise et essayer de vous éclairer sur certaines mesures. Je vais personnellement commencer sur les généralités sur l'épidémie de la Covid-19. La partie plus prévention en entreprise sera faite par Jonathan Lenormand. Le docteur Sterdignac va intervenir sur différentes parties plus médicales et également sur les questions. La Covid-19 est une pandémie, on en parle beaucoup, donc je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus. C'est une maladie infectieuse due au coronavirus, le SARS-CoV-2. Les symptômes de la maladie sont extrêmement polymorphes, d'où sa grande difficulté de diagnostic. Le virus est très dangereux parce qu'il est extrêmement contagieux. Une personne malade, asymptomatique ou présentant des signes peut contaminer jusqu'à 3 personnes. Et c'est une pathologie qui peut aller d'un simple rhume jusqu'à une détresse respiratoire aiguë nécessitant hospitalisation et également des passages éventuellement en réanimation. Les symptômes les plus courants sont la fièvre ou d'une sensation de fièvre, des toux sèches, éventuellement une rhinite. Il y a d'autres signes qui sont un peu moins fréquents, mais qui sont quand même retrouvés assez régulièrement, notamment la perte du goût ou de l'odorat, des essoufflements, beaucoup de céphalées, c'est-à-dire de maux de tête, fatigue. On peut avoir des formes digestives avec diarrhée, douleur abdominale importante, ainsi que des formes cutanées qu'on retrouvera plus facilement chez les enfants. Il y a également différentes formes de gravité qu'on peut retrouver et qui peuvent donc aller jusqu'à des difficultés respiratoires qui peuvent nécessiter donc une hospitalisation. Et cette fragilité est beaucoup plus importante chez certaines personnes, notamment les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques comme le diabète, les cancers. On retrouve aussi une gravité auprès des personnes présentant une obésité, des maladies cardiovasculaires, respiratoires, pulmonaires. C'est d'ailleurs dû essentiellement au fait que ce virus peut entraîner des réponses immunitaires qui sont désorganisées et pas du tout adaptées. Il présente aussi des risques de thrombose, notamment pulmonaire, et de microthrombose pulmonaire. Il est donc extrêmement contagieux, beaucoup plus que la grippe saisonnière. Comme je vous avais dit, la grippe saisonnière, en général, quand un sujet est atteint, il va effectivement contaminer en général une personne, alors que le virus, lui, dont on parle, va contaminer en moyenne 3 personnes. La contagiosité, elle débute aussi en moyenne 2 à 3 jours avant l'apparition des premiers signes et va durer en moyenne jusqu'à 8 jours, mais parfois plus.
La période d'incubation, c'est une durée moyenne d'environ 4 jours, avec une durée maximale de 12 à 14 jours, mais parfois plus aussi. Donc tout ça n'est pas encore toujours validé. Le mode de transmission de ce virus, c'est un mode de transmission donc, qui se fait par les gouttelettes de salive qui sont projetées par la personne déjà contaminée, mais également ce qui peut être aussi projeté par des personnes qui sont asymptomatiques. Cette transmission donc, se fait par des postillons, discussions, éternuements, etc. Elle peut se faire entre 1,5 m, voire plus, à 2 mètres dans les cadres d'éternuement, et d'où l'importance de porter systématiquement un masque, puisque c'est la première barrière qui va pouvoir essayer de retenir les postillons. Il est très important de porter le masque sur le nez et sur la bouche. C'est fondamental, et d'éviter de mettre le masque en dessous du nez. La transmission peut être également manuportée par les mains souillées, justement par ces postillons. Ces mains souillées vont donc obligatoirement souiller des surfaces, des objets, qui montre que la deuxième grande mesure barrière sera effectivement soigneuse dans les mains ou utiliser des gels hydroalcooliques pour justement nettoyer ces salissures, ces souillures. La transmission aérienne via des aérosols, des études sont en cours, mais lorsqu'il y a beaucoup de personnes rassemblées dans un même espace et que cet espace est clos, il peut y avoir effectivement l'apparition de gouttelettes de salive qui restent dans l'air. Là, on retrouve donc les 3 grands gestes barrières, c'est-à-dire le port du masque de façon correcte, la distanciation, donc entre 1 mètre, 1 mètre et demi, c'est même mieux, et également le fait d'aérer régulièrement les locaux clos pour éviter la possibilité de ces aérosols. Le dépistage de la pathologie, elle se fait aujourd'hui principalement par les tests donc virologiques, qui sont les PCR, qui sont des prélèvements donc, qui se font par voie nasale à l'aide d'un écouvillon. C'est des prélèvements nasopharyngés profonds. Ils permettent en effet de déterminer si une personne est porteur du virus au moment du test. Ce test va effectivement, avec l'écouvillon, rechercher le virus et retrouver l'ARN, donc le code génétique de ce virus. Il y a les tests sérologiques qui, eux, se font par prise de sang. Ils permettent de rechercher si une personne a développé une réaction immunitaire après avoir été en contact avec le virus. Donc, ce n'est pas le test que l'on va préconiser pour le diagnostic. Par contre, il reste intéressant de savoir si une personne a été en contact avec le virus. Les tests sérologiques recherchent 2 types d'anticorps, des IgM, des IgG, les uns apparaissant plus rapidement, les autres plus tardivement et restant plus longtemps. Attention, ce n'est pas parce que les tests sérologiques sont positifs que la personne doit abandonner les gestes barrières. D'une part, on pense que les anticorps sont neutralisants, mais on n'en est pas vraiment sûr et on ne sait pas combien de temps. L'expérience a montré que ces anticorps diminuent assez rapidement. Donc, Pardon? Oui, bien sûr. Donc, vous en avez peut-être entendu parler, des nouveaux tests vont peut-être faire leur apparition sur le marché. Donc, des tests qui détectent un autre type d'antigènes, les IgA, et qui se trouvent dans la salive, qu'on peut trouver dans la salive, dans les prélèvements nasopharyngés aussi. Et ces IgA, semble-t-il, ont une action plus importante que les autres immunoglobulines. Donc, c'est un test qui est très intéressant et qui permettra peut-être de mieux comprendre aussi pourquoi certaines personnes sont contagieuses et d'autres moins. Oui, effectivement.
Alors, les tests antigéniques, là, ils étaient en cours de validation à la PHP. Donc, on recherche là les protéines produites par le virus. Ils se font aussi par un prélèvement nasal. Aujourd'hui, ils ont été donc testés à la PHP. Je crois que les tests ont été plutôt concluants. L'intérêt de ces tests antigéniques, c'est d'obtenir des résultats beaucoup plus rapidement parce qu'ils peuvent être obtenus entre 24 et entre 4 et 6, entre 10 minutes et 20 minutes, excusez-moi. Concernant les tests PCR, on entend beaucoup parler de ces tests donc aujourd'hui et des files d'attente qui se font très longues, et parfois assez houleuses devant les laboratoires. Aujourd'hui, il a été aussi décidé de prioriser ces tests chez les personnes qui sont symptomatiques, chez les personnes qui ont été reconnus comme étant des cas contacts à risque, ainsi que les personnels soignants. En théorie, il devrait être, donc ça devrait se faire, et ça commence à se faire, devrait être pris en priorité. Et il est également prévu d'avoir pour ces personnes des tests, des résultats plus rapidement, au maximum en 24 heures. Concernant les autres, ils resteront peut-être moins prioritaires et donc là, effectivement, risque d'avoir des PCR dont les rendez-vous sont plus tardifs avec des résultats qui peuvent être également plus longs. Aujourd'hui, pour toutes les personnes avec ordonnance et présentant des symptômes, donc il devrait y avoir des tests beaucoup plus rapidement. Concernant les traitements et les vaccins, alors les traitements aujourd'hui, il n'y a pas de traitement efficace validé. Il y a beaucoup d'études en cours. On traite principalement au niveau symptomatique. Donc, pour les formes simples, c'est essentiellement le paracétamol. En cas de risque de surinfection, on donne un antibiotique. On a tendance aujourd'hui aussi à prendre en charge plus rapidement les premiers signes respiratoires quand ils commencent à être plus graves et donc on a tendance à plus rapidement oxygéner les personnes. On a aussi beaucoup avancé sur la réanimation cardio-respiratoire qui aujourd'hui semble plus efficace parce qu'on utilise plus rapidement des anticoagulants pour traiter toute la phase de thrombose. Les vaccins, alors en ce moment, beaucoup de laboratoires sont en étude de vaccination. Moi, en tout cas, je n'ai pas eu de notion de vaccination validée. Les vaccins, pour qu'ils soient validés, doivent bien évidemment aujourd'hui être fiables et surtout ne pas donner lieu à des effets secondaires. Donc, les validations et les études restent en cours. Voilà. Juste une petite précision, vous avez pu le constater, la mortalité a quand même baissé en réanimation parce qu'il y a une meilleure prise en charge et aussi parce que, comme l'a dit le docteur Frey, on utilise maintenant, enfin, même s'il n'y a pas de traitement efficace validé, il y a quand même un traitement symptomatique qui consiste en l'utilisation des corticoïdes à dose relativement faible et puis l'héparine, parce qu'on s'est aperçu en fait que les personnes qui décédaient de complications microvasculaires essentiellement et d'inflammation. Donc, en ce qui concerne les vaccins, bon, les nouvelles ne sont pas totalement rassurantes dans la mesure où les vaccins, de nombreux vaccins dont on a parlé ne marcheraient que dans 50% des cas. Donc, évidemment, ça permet quand même de protéger une partie de la population et éventuellement de d'empêcher les formes graves. Mais donc, pour l'instant, il n'y a pas de vaccin miracle. Il y a d'autres pistes qui sont en cours, notamment, j'y ai parlé tout à l'heure, avec un vaccin nasal qui utiliserait les immunoglobulines A. Donc, en ce qui concerne les traitements, je réponds d'avance à une question. L'hydroxychloroquine aujourd'hui n'a pas montré de preuve d'efficacité et a tendance à être abandonnée dans tous les pays, on va dire, occidentaux.
Donc, je vais vous parler maintenant de l'évolution des mesures gouvernementales depuis le début de la crise. Donc, les premières alertes sont venues en fin d'année dernière, donc au début de l'année, et à partir de la première quinzaine de mars, nous avons assisté aux premières interdictions de rassemblement qui sont allées à la baisse, 5000, 1000 et 100 personnes. Le confinement a débuté le 17 mars sur la totalité du territoire, avec la fermeture des établissements scolaires et de la grande majorité des établissements recevant du public. Ceux qui étaient autorisés, les établissements autorisés, étaient les commerces et les services publics essentiels. Donc, les entreprises pouvaient maintenir une activité professionnelle sous conditions en recourant au télétravail et en mettant en place des protocoles sanitaires. Donc, vous l'avez vécu à partir à ce moment, vous avez dû donner à vos salariés des attestations de déplacement obligatoires et les déplacements étaient limités sur le territoire. Le déconfinement a commencé le 11 mai. Et bon, il s'est poursuivi petit à petit. Donc, il n'y a plus de limite de circulation à l'intérieur du territoire. Les restaurants et les musées ont pu rouvrir. Donc, petit à petit, beaucoup d'établissements ont rouvert, mais les rassemblements de plus de 5000 personnes restent interdits. Les discothèques sont fermées. Et donc, ça, c'était la situation au mois de juillet. À la fin, la situation par la suite a évolué parce que malheureusement, il n'y a pas, on pensait que l'été allait voir diminuer l'épidémie, ça n'a pas été le cas. Donc, du coup, le masque a été rendu obligatoire dans les établissements recevant du public, dans certains espaces publics ouverts sur la base d'arrêtés préfectoraux. Et vous avez vu, il y a un nouveau protocole sanitaire qui est sorti le 30 août avec port obligatoire du masque dans les entreprises, avec quelques exceptions dont nous reparlerons tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut dire, on attendait beaucoup, suite notamment aux interventions du Conseil scientifique, on attendait beaucoup que le gouvernement prenne des mesures. En fait, comme vous avez pu le voir, le gouvernement a confié au préfet le soin, en fonction de la situation régionale, de prendre les mesures que les préfets estimaient nécessaires, d'où une certaine différence dans le territoire selon la circulation du virus, avec des évolutions quelquefois au jour le jour, puisque, par exemple, en début de mois, il avait été annoncé, par exemple, que la foire de Marseille aurait lieu. Et donc, il y a 2-3 jours, le préfet a interdit la tenue de la foire de Marseille. Et aujourd'hui, compte tenu de l'évolution épidémique, on ne sait pas comment, enfin, personne vraiment est capable de dire ce qui va être on va dire les salons, les rassemblements qui devaient se tenir d'ici la fin de l'année. Nous ne savons pas si ça sera maintenu ou non. Tout va dépendre de l'évolution de l'épidémie au niveau général et au niveau local. Donc, je vais prendre la parole à mon tour. Donc, je vais essayer de revenir justement sur le protocole national dont parlait le docteur Stersignac, qui est paru le 31 août 2020. Donc, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de mesures dont on parle depuis très longtemps, hein. Il n'y a pas forcément que des nouveautés. La nouveauté principale, c'est surtout ce fameux port du masque obligatoire dans les entreprises. Donc, je vais tout d'abord introduire le sujet avec la nécessité de mettre en place des mesures dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que les salariés entrent en contact avec des personnes qui sont potentiellement contaminées dans le cadre du travail. C'est le cas pour les personnes qui vont partager des espaces collectifs, hein, que ce soit des bureaux, des ateliers, des locaux sociaux ou les sanitaires. Ça peut être des personnes également qui vont intervenir chez des clients. Et puis, ça peut être également donc les salariés qui vont être en contact avec des personnes extérieures à l'entreprise, qu'il s'agisse de clients, de livreurs, de dépanneurs ou bien de patients pour les établissements de santé. Donc, tout ça, évidemment, nécessite la part des entreprises de mettre en place des mesures de prévention pour réduire le risque et réduire la propagation du virus.
Donc, les mesures qui sont mises en place dans les entreprises doivent être consignées dans le cadre d'une mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, où doit bien évidemment figurer le risque Covid, qui soit catégorisé comme risque infectieux ou risque biologique. En tout cas, il doit figurer. Et puis, les mesures que vous mettez en place dans vos entreprises doivent également être présentes dans le document unique d'évaluation des risques. Et puis, on en parlait également, le protocole sanitaire doit être régulièrement mis à jour en fonction des mesures. Je vais tout d'abord aborder les mesures de protection des salariés. Donc, ça va être plutôt des mesures collectives. Donc, ça, c'est des choses qu'on entend parler depuis longtemps maintenant. Donc, bien évidemment, la première des mesures, c'est d'essayer de favoriser au maximum le télétravail. Alors, favoriser le télétravail, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que le télétravail va devoir être organisé en mettant à disposition du matériel pour les salariés, en mettant en place des procédures, des protocoles, des consignes, et puis également en prenant contact régulièrement avec le collaborateur pour éviter justement ce sentiment d'isolement. Ensuite, ça va être de respecter la distanciation physique en réorganisant notamment les espaces de travail de façon à garantir environ 1 mètre entre salariés, ce qui fait 4 mètres carrés par salarié. On va essayer également de limiter le nombre de personnes présentes simultanément dans un espace clos, avec pourquoi pas la mise en place de jauges, avec un nombre maximum de personnes, par exemple dans une salle de réunion, dans les locaux sociaux, dans les vestiaires. On va définir le niveau de cette jauge en fonction justement des principes de distanciation. Va falloir organiser également un circuit de circulation dans les locaux pour éviter au maximum le croisement des salariés, soit entre eux, soit avec des clients, soit avec des fournisseurs. On peut également réorganiser les tranches horaires, donc avoir des horaires décalés d'embauche dans l'entreprise pour limiter le nombre de personnes simultanément dans l'établissement. On peut mettre également en place des écrans en plexiglas pour limiter justement ces risques de projection, notamment dans les entreprises où on a contact avec le public, sur des postes d'accueil par exemple, mais également sur des bureaux qui sont partagés par plusieurs collaborateurs. Et puis j'en parlais également, c'est limiter et organiser l'accès aux visiteurs extérieurs de l'entreprise. Encore une fois, pour avoir pas forcément trop de personnes dans l'entreprise simultanément. Donc, ce qui est le plus sujet aux questions concernant ce protocole national, c'est évidemment le port du masque qui devient obligatoire dans les entreprises. Alors, le port du masque, ce n'est pas forcément une solution en soi, il doit être complémentaire des autres mesures dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir la distanciation physique entre les salariés, l'existence d'une ventilation, d'une aération efficace, la gestion des flux de personnes, le nettoyage régulier des locaux et maintenir une hygiène des mains stricte. Ça, on en parle depuis déjà un bon moment. Donc, en ce qui concerne ce masque, quelques précisions. Donc, il existe différents types de masques, on le verra un petit peu plus tard. Il existe les demi-masques filtrants, ce qu'on appelle pièces faciales filtrantes ou FFP, avec différents niveaux de protection. Les masques chirurgicaux ou médicaux, et puis un masque qui a fait un petit peu son apparition à cause de la pénurie, ce sont les masques grand public, les masques alternatifs. Donc, dans les espaces collectifs, que dit ce protocole national? Donc, ce protocole national va définir en fait un certain nombre de mesures à mettre en place pour pouvoir avoir un port intermittent du masque. Je reviendrai un petit peu sur cette notion d'intermittent. Donc, il existe en fait différentes zones de propagation du virus avec des taux d'incidence qui sont différents. Donc, lorsque le taux d'incidence est supérieur au seuil d'alerte, c'est-à-dire 50 cas par 100 000 habitants, on va définir une zone rouge, ce qui est le cas en Île-de-France. Si le taux d'incidence est compris entre 11 et 50 cas pour 100 000 habitants, ce sera une zone orange, et puis inférieur à 10 cas pour 100 000 habitants, on est en zone verte. Donc, je vais focaliser sur la zone rouge, puisque c'est ce qui nous concerne prioritairement.
Donc, que dit ce protocole? Ce protocole dit qu'on va pouvoir ranger le masque à certains moments de la journée, hein, j'insiste sur certains moments de la journée et pas sur toute la journée, à condition de réunir un certain nombre de mesures de prévention. Quelles sont ces mesures de prévention? C'est la distanciation physique avec au moins 1 mètre entre les salariés, l'existence d'une ventilation ou une aération fonctionnelle efficace, l'existence d'une extraction d'air haute et proportionnelle au volume et la fréquentation de la pièce, l'existence d'un grand volume dans l'espace de travail, la présence d'écrans de protection, la mise à disposition de visières, un nombre réduit de personnes dans les locaux, ce qui permet de maintenir ce fameux 4 mètres carrés par personne, et puis l'existence d'un référent Covid-19 qui permet d'identifier rapidement les cas de contact. Donc, si on réunit l'ensemble de ces mesures de prévention, le port dans les espaces collectifs, le port du masque reste obligatoire, mais on a la possibilité de ranger à certains moments de la journée le masque. Par contre, ce que précise bien le protocole, c'est qu'il est exclu de retirer le masque de manière permanente toute la journée. Donc, port du masque obligatoire avec, si vous respectez les mesures énoncées, la possibilité de ranger pour les salariés sur une courte pause, son masque. Donc ça, c'était la situation dans les lieux collectifs clos. Maintenant, dans les bureaux individuels, le port du masque est facultatif. Donc, dans les ateliers, étant donné qu'on a un travail qui est plus souvent bien plus physique que dans un bureau, on a la possibilité de ne pas porter le masque, mais également sous certaines conditions. Les conditions, c'est à peu près les mêmes que celles que je vous ai exposées tout à l'heure, à savoir qu'il doit y avoir une ventilation, une aération conforme et fonctionnelle, que le nombre de personnes présentes simultanément dans l'atelier doit être limité, que la distanciation doit être respectée, y compris lors des déplacements, et que les visières soient effectivement portées par les salariés. En ce qui concerne le travail à l'extérieur, donc le port du masque n'est pas obligatoire, sauf dans le cadre de regroupements ou lorsque la distanciation physique n'est pas possible, c'est-à-dire lorsqu'un collègue va venir aider à porter une charge lourde, par exemple, etc. Donc là, on doit mettre le masque. Donc dans un véhicule, si le véhicule est occupé par plusieurs personnes, le port du masque va encore être obligatoire. Et puis, on va également mettre en place les autres mesures, à savoir un respect de l'hygiène des mains strictes et la désinfection du véhicule. Et dans les établissements recevant du public, là, le port est obligatoire par le décret du modifié. En ce qui concerne la prévention des risques de contamination par les mains, le protocole donc, stipule qu'il va falloir désinfecter régulièrement. Qu'est-ce que régulièrement? C'est à minima 1 fois par jour et à chaque rotation de poste, les objets et les points de contact aux différents postes de travail. Donc, dans le cas où l'activité ne le permettrait pas, il faut mettre en place un nettoyage et une désinfection des objets par un produit virucide. Donc, il faut que les salariés aient une hygiène des mains irréprochable. Donc, ça, c'est la condition dans beaucoup de cas. Et il faut que les salariés et ou les clients soient informés lorsqu'ils sont concernés par les procédures. Donc, on va essayer également de dédier au maximum les objets à un salarié. Donc là, c'est ce qu'on fait ici, puisqu'il n'y a que moi qui touche l'ordinateur et je ne le passe pas à mes collègues. Si c'est pas possible de désinfecter les objets, donc notamment dans les magasins de prêt-à-porter, par exemple, que ce soit les vêtements ou des chaussures, on va mettre en place un protocole sanitaire de réserve temporaire, c'est-à-dire qu'on va laisser au repos les articles au moins pendant 24 heures. Ensuite, c'est des mesures également dont on entend parler depuis bien longtemps, à savoir nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces, que ce soit les interrupteurs, les poignées de porte, les sanitaires, etc., avec des produits virucides. Et puis, mettre à disposition du gel hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes. Donc, je pense que c'est maintenant le cas dans beaucoup d'entreprises.
Bien évidemment, hein, pour prévenir le risque de contamination manuportée, il va falloir, et j'en ai déjà parlé, avoir une hygiène des mains stricte, avec un lavage des mains soit avec du savon et de l'eau, soit par friction avec un gel hydroalcoolique. Hein, vous avez les illustrations, hein, bien insisté sur la paume de la main, sur l'intérieur de la main, sur les doigts, sur l'espace entre les doigts et sur les doigts. Qu'en est-il de l'aération et de la ventilation des locaux? Donc, il est préconisé en fait d'avoir une aération régulière des locaux. Hein. Là, on est un peu plus précis dans ce qui est appelé régulièrement, puisqu'on préconise 15 minutes, d'aérer 15 minutes toutes les 3 heures. Il va falloir également s'assurer du bon fonctionnement et de l'entretien convenable de la ventilation mécanique et de la climatisation si elle est présente. Donc, au sujet de la climatisation, on va essayer d'avoir un réglage avec une filtration la plus importante possible et éviter au maximum d'avoir du recyclage de l'air. Et puis, si on a des ventilateurs, on va éviter les ventilateurs parce que le problème des ventilateurs, c'est qu'ils vont diriger le flux d'air avec potentiellement des gouttelettes en suspension vers les personnes. Donc, on a vu un petit peu, hormis le masque, plutôt des mesures de protection collective. On va maintenant aborder les mesures de protection individuelle. On va revenir sur les masques. Hein. Je vous ai dit qu'il existait 3 types de masques, hein, les masques filtrants, les masques chirurgicaux, les masques grand public. Donc, en ce qui concerne les masques filtrants, donc, ils doivent être conformes à la norme EN 149. Donc, ces masques sont plutôt destinés aux professionnels de santé et aux professionnels de santé qui réalisent des gestes plutôt exposants, hein, comme l'intubation. Donc, il existe différents types de masques. Les FFP1, hein, je vous disais tout à l'heure, c'est FFP pour pièce faciale filtrante, de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, donc qui vont stopper les aérosols de 0,6 micromètres avec un niveau d'efficacité qui croît avec le chiffre qui est devant. Hein, c'est 80% pour les FFP1 jusqu'à 99% pour les FFP. La deuxième catégorie de masques, ce sont les masques chirurgicaux. Ce sont des dispositifs médicaux qui doivent être conformes à la norme NFEN 14683. Donc, c'est également des masques qui sont plutôt à destination des professionnels de santé, hormis ceux indiqués pour le port des FFP2. Hein. Ça va protéger le porteur contre les gouttelettes de taille plus importante. Hein. Sur les FFP, on est plutôt sur des aérosols de 0,6 micromètres. Sur les gouttelettes, enfin sur les masques chirurgicaux, on est plutôt sur des gouttelettes de 3 micromètres. Encore une fois, différents types de masques, type 1, type 2, type 2R, hein, résistance d'éclaboussure, avec une filtration qui est plus importante, 95% des aérosols ou même des gouttelettes de 3 micromètres pour les types 1 et 98% pour les types 2. Et enfin, les masques grand public, il n'y a pas vraiment de normes européennes. Il existe une recommandation de l'AFNOR numéro S76-001. Il va essentiellement protéger l'environnement du porteur. C'est pour ça que chacun doit porter un masque pour éviter la propagation du virus. Encore une fois, 2 types de catégories. Hein. La catégorie 1 qui est plus destinée aux salariés qui sont en contact régulier avec le public. Ça va être les caissiers et les caissières, les agents de force de l'ordre. Et puis les catégories 2, c'est pour l'autre personnel qui partage des espaces clos, notamment des salles de réunion, des couloirs, des bureaux partagés. Encore une fois, 2 catégories différentes. La catégorie 1 qui stoppe 90% des gouttelettes de 3 micromètres, et puis la catégorie 2, c'est 70%. C'est un niveau de protection moins important.
Alors, porter le masque, oui, mais donc il faut le mettre et le retirer de manière appropriée. Donc, on va se laver les mains dans un premier temps. On va le manipuler avec les élastiques, le positionner sur le nez et sur le menton et pas en dessous du menton ou en dessous du nez. On va éviter d'y toucher et puis pour le retirer, donc on va le retirer par les élastiques et puis on va le jeter à la poubelle si c'est des versions jetables et puis on va le laver en machine. Alors, on préconisait jusqu'alors 60%, depuis le 7 septembre, ça peut être lavé à 40 degrés, 30 degrés, pardon. Et depuis le 7, ça peut être lavé à 40 degrés. Et puis on se lave les mains une fois le masque retiré. Autre équipement de protection contre le Covid, ce sont les visières de protection. Alors attention, les visières, ça ne se substitue pas au port du masque, c'est complémentaire du port du masque. Ça va permettre de protéger le visage et les yeux des et comme tout pays, il va falloir l'entretenir en le nettoyant régulièrement avec un produit virus. Donc les gants comme moyen de se prémunir d'une transmission manuportée. Alors, la plupart du temps, une hygiène rigoureuse des mains est suffisante. Le problème des gants, c'est qu'ils vont donner un faux sentiment de sécurité. Dans tous les cas, si on porte des gants, il va falloir faire comme si on avait, comme si on faire aussi attention que lorsqu'on a les mains nues, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas porter les mains gantées au visage. On va faire attention également quand on enlève les gants de bien éviter le contact avec la partie extérieure du gant, les jeter à la poubelle et se laver les mains après avoir ôté le gant. Donc on va, voilà, vous avez ici une illustration de comment retirer ces gants de sécurité en évitant le contact avec la partie extérieure du gant. Donc ça, c'est plutôt des recommandations, des consignes sur quelques points importants de l'entreprise, hein, notamment l'espace de restauration, où c'est quand même là où on va retirer le masque pour manger. Donc, il va falloir éviter les regroupements au maximum, faire une distanciation entre les tables, avoir un nombre restreint de personnes dans les locaux, avec notamment cette fameuse jauge, et puis notamment en organisant une prise de repas en horaire décalé, et puis mettre en place un nettoyage très très régulier et soigneux du mobilier et puis de l'électroménager. On va éviter de manger en face à face, hein, plutôt se placer en quinconce. Même chose dans les vestiaires. On va essayer d'avoir pas tout le personnel qui se change en même temps au moment de la prise de poste. Pareil, lorsque la journée est finie, on va plutôt préconiser des vestiaires avec des casiers à usage individuel et puis avoir encore une fois un nettoyage journalier des vestiaires avec un produit virucide. Voilà, je vais céder la place et la parole au docteur Stervini. Avant d'aborder le protocole de prise en charge d'une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés, je pense que c'est très important, Jean-Michel, c'est d'aborder aussi la protection des personnes qui sont considérées comme fragiles à risque de formes graves. Donc, vous avez sûrement dû être confronté à cette situation de personnes qui étaient considérées comme vulnérables et qui pouvaient, en absence de possibilité de télétravail, bénéficier de ce qu'on appelle l'activité partielle, en fait, on va dire du chômage provisoire. Donc, il y a un nouveau décret qui est sorti le 29 août, donc qui entre en vigueur à partir du 1er septembre et qui a réduit de façon absolument drastique la définition des personnes vulnérables, au point qu'on peut se dire que les personnes qui aujourd'hui sont considérées vulnérables ont peu de chances d'être au travail. En effet, ça commence par, pour être vulnérable, il faut être atteint d'un cancer évolutif sous traitement.
d'avoir une immunosuppression quand même sévère, d'avoir une insuffisance rénale sévère, et en revanche sont éliminées les personnes qui ont des problèmes pulmonaires, y compris graves. Donc cette situation, d'ailleurs, qui a été critiquée par les spécialités médicales, pose beaucoup de problèmes aux médecins, et depuis le début du mois, nous sommes sollicités par des salariés ou par des médecins traitants qui ne comprennent pas que leurs patients, qui pourtant ont des pathologies quand même graves, ne puissent pas bénéficier de ces mesures. Donc, il est évident que la réglementation, c'est une chose, la médecine, ça peut être autre chose. Et il faut comprendre que nous, médecins, on essaye de gérer au mieux cette situation en tenant compte quand même de l'état objectif de santé du salarié, et qu'on va quand même être obligé parfois d'être peut-être très insistant pour un télétravail intégral. On va essayer de voir avec le médecin généraliste si on peut faire délivrer un arrêt maladie. Donc j'ose espérer que vous comprendrez que c'est une situation qui est très difficile pour tout le monde aujourd'hui. On a du mal à comprendre que, alors que l'épidémie semble repartir, on ait réduit de façon aussi drastique les personnes vulnérables. Donc, on vous remercie un peu de votre compréhension devant certaines situations qui sont quand même humainement, médicalement très difficiles à gérer. Si la personne ne peut pas télétravailler du fait de son travail, nous serons amenés à effectivement vous rencontrer pour essayer de trouver des solutions à l'intérieur même de l'entreprise. Bien évidemment, on ne pourra pas forcément agir sur les trajets qui, eux aussi, peuvent être très contaminants lorsqu'ils prennent les transports en commun. Donc, c'est vrai que le télétravail est donc la première solution. Après, au niveau de l'entreprise, si ce télétravail n'est pas possible, peut-être aussi trouver des solutions comme isoler ces personnes par des écrans, par exemple aussi dans un bureau individuel. Et là, il est très important que nous puissions avoir ce contact avec vous. Alors, les protocoles de prise en charge d'une personne symptomatique. Alors, lorsque dans l'entreprise, un salarié se présente ou au cours de sa journée de travail présente des signes qui peuvent être évocateurs de Covid-19, dans ces cas-là, il est important de procéder à l'isolement, à la protection et à la recherche de signes de détresse pour justement déterminer quelle sera la marche à suivre. C'est pour ça, quand on parle d'isolement, c'est vrai qu'il faut l'isoler par rapport à ses collègues, et il est peut-être important de pouvoir, avant que cela n'arrive, peut-être connaître un endroit dans l'entreprise où il y a un bureau qui peut être éventuellement dédié à cet isolement. Il faut bien évidemment protéger la personne qui va la personne en question, qui normalement doit porter son masque, bien sûr, mais également la personne qui va le prendre en charge ou qui va faire l'interrogatoire. Cette personne sera éventuellement un sauveteur secouriste du travail qui a été formé, ou alors un référent Covid si l'entreprise en a désigné un. C'est important d'y penser avant que cela ne puisse arriver. Il faudra bien évidemment veiller à l'application des gestes barrières, le port de masque étant obligatoire, et peut-être interroger la personne concernant l'existence éventuellement de signes de gravité, c'est-à-dire une baisse importante de l'état général ou alors des signes d'essoufflement. Lorsqu'il n'y a pas de signes de gravité, comme une sensation de fièvre, des maux de tête, une grosse fatigue, conseiller aux salariés peut-être d'appeler son médecin traitant et organiser son retour au domicile s'il en est capable, ou peut-être faire venir un de ses proches. En présence des symptômes plus graves, essoufflement, ne pas hésiter à appeler le SAMU en composant le 15 et attendre leurs instructions. Bien évidemment, une fois que le salarié a pu être rentré chez lui ou alors a été pris en charge, bien désinfecter les zones qui ont été côtoyées par lui,
et informer le médecin du travail si le cas est positif, avéré, et suivre les consignes. On peut, en théorie, il y a 2 types de contacts. Je te laisse peut-être faire les types de contacts, si tu veux ou pas. En fait, il s'agit essentiellement d'identifier les personnes qui sont les cas contacts à risque. Donc, vous avez la liste, hein, c'est les personnes qui ont partagé le même lieu de vie que les cas confirmés ou probables. Donc, en fait, en milieu de travail, c'est les personnes qui ont eu un contact à moins d'1 mètre, quelle que soit la durée de ce contact, ou alors des personnes qui ont partagé un bureau, un espace confiné pendant au moins 15 minutes. Également, je pense que c'est un petit peu amusant, il est dit que la personne qui a prodigué les soins est considérée comme un cas contact à risque. C'est-à-dire que si vous avez un cas, la personne qui s'en est occupée est un cas contact à risque. Donc, il faudra essayer d'identifier si la personne a pu être contaminée parce qu'il n'y a pas eu un port de masque tout de suite parce qu'il y avait des symptômes. Donc, ça peut, on va dire, le travail d'identification n'est pas toujours aisé. Donc, en revanche, le fait de se croiser dans un couloir n'est pas considéré comme un contact à risque, et c'est-à-dire lorsque vous avez un cas confirmé dans votre entreprise, donc vous avez des gens contact à risque pour lesquels il y a une conduite à tenir particulière, mais il n'est pas question que tout le monde entre dans ce protocole. Il n'est pas question, bien entendu, de fermer l'entreprise. C'est donc vraiment les personnes qui soit sont restées 1/4 d'heure ensemble ou alors en face à face à moins de 1 mètre. C'est pour ça qu'il est important de bien signaler les différentes précautions à prendre lorsque les personnes sont en pause, en prise de repas, ou lorsque les personnes s'isolent ensemble, plusieurs personnes ensemble, par exemple, pour fumer. Il faut faire très attention à ça. Il faut vraiment rappeler les mesures barrières, et au moment des repas et des pauses où les personnes enlèvent leur masque, insister sur la distanciation et éviter de prendre les repas, par exemple, en face à face, voilà, pour éviter justement ces risques de contamination. Certaines entreprises ont d'ailleurs, du moins que je suis, ont préconisé que les personnes qui prennent leur repas, par exemple, que ce soit toujours les mêmes personnes qui prennent les repas ensemble. S'il y a, admettons, parmi eux un cas avéré, de manière à pouvoir faire tester en fait les personnes qui ont été régulièrement avec lui pendant le déjeuner, par exemple. Depuis on va dire depuis le début, depuis la rentrée, et surtout depuis on va dire la semaine dernière, je suis confronté quand même à cette situation qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui se font tester, et de plus en plus de gens, donc, hein, c'est normal, ont des tests positifs alors même qu'ils n'ont aucun symptôme. Donc ça peut aussi être difficile à gérer parce que les personnes vont vous prévenir, et il faudra quand même essayer de voir s'il y a pu y avoir des personnes contaminées. Donc, on est quand même dans une situation qui est vraie et quand même pas toujours facile à gérer. Donc, les personnes contact à risque d'un cas confirmé, lorsqu'ils sont vraiment à risque, ils vont devoir. Alors, ils sont identifiés par la personne qui elle-même a été considérée comme qui a été testée positive. Donc, souvent, c'est effectivement par les méthodes de tracing que l'ARS, la CEPAM vont contacter les personnes à risque. Ces personnes, normalement, doivent bénéficier donc d'un isolement d'une durée environ de 7 jours après le dernier contact à risque. Bien évidemment, une personne qui, au bout de ces 7 jours, présente des signes cliniques, il est évident que cette personne ne peut pas revenir dans l'entreprise tant qu'elle a des signes cliniques. Voilà. Donc, vous avez ici la liste d'organismes et des liens pour avoir plus d'informations sur
le Covid ou sur les mesures de prévention en place. Donc, on vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir avec nous via les questions et réponses de l'application. Donc, on va essayer de reprendre les questions. On a une première question qui est pourriez-vous nous transmettre la présentation? Pas de souci. Seconde question, est-ce que l'AMED peut procéder au test lors d'une visite médicale? Non. Non, parce que ça nécessite aujourd'hui du matériel, des procédures que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui dans nos cabinets médicaux. Peut-être plus tard, on ne sait pas, mais en tout cas pas aujourd'hui. Pour répondre à cette question quand même, il avait été question, notamment via un décret qui était paru au mois de mai, oui, c'est vrai, que les services de santé au travail puissent procéder au test. Ça n'a pas, bon, ça posait différents problèmes, mais ça n'a pas été fait. Ce n'est pas de notre fait. C'est parce que finalement l'État a été incapable de nous fournir les masques, le matériel de protection et les écouvillons. Voilà. Voilà, donc on nous a dit on n'a pas d'écouvillons, alors vous ne ferez pas les tests. Donc voilà la situation toujours pas dans laquelle on est aujourd'hui. Bon. Ceci étant dit, rien n'empêche un médecin du travail de prescrire un test. De prescrire un test, bien évidemment. Une autre question. Bonjour, j'ai un salarié qui vient de se faire arrêter pour 14 jours. Elle a fait des examens au laboratoire en urgence. Comment savoir s'il s'agit d'un cas Covid, le motif sur l'arrêt de travail n'étant pas porté à notre connaissance? Ça, je ne peux pas vous dire. Alors, effectivement, bon, les médecins sont tenus au secret médical, donc le médecin ne peut pas donner d'informations sur le diagnostic. Hein. Bon, là, je pense que vu la situation, il y a peut-être une suspicion. Il se trouve quand même que dans la plupart des cas, en tout cas dans tous les cas que j'ai eu à connaître, le salarié lui-même ou l'agent, puisqu'il y a la fonction publique, a quand même l'honnêteté de prévenir ses collègues et son employeur. Je pense que c'est cette attitude qu'il faut favoriser. Donc, par ailleurs, notamment dans le secteur de l'aide à domicile, il y a quand même eu des médecins de l'ARS qui prévenaient les employeurs. Voilà, mais effectivement, c'est un problème parce que le secret médical aujourd'hui est absolu pour un médecin. Dans la majorité des cas, comme pour ce que tu disais, Jean-Michel, les salariés dont j'ai eu connaissance effectivement de tests positifs se sont tous retournés vers leur entreprise pour le signaler et pour ont même donné éventuellement les noms des personnes contacts. En général, ça se fait assez facilement. D'autres questions? Vu que pour nous, non-médecins, nous ne saurons pas faire la différence entre les symptômes du Covid, sans signe de gravité, et ceux de la grippe, comment gérer ces situations en entreprise de service qui risquent aussi de déboucher sur des cas contact grippe sans risque de grandement la désorganiser? Oui, là aussi, la réponse qu'on peut faire, c'est quand même qu'à partir du moment où quelqu'un a des symptômes, c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est le plus grave, c'est oui. La Covid. Hein. Aujourd'hui, a priori, on n'a pas de cas de grippe, aujourd'hui en tout cas. Hein. Les fièvres, toux sèche, fatigue, etc., sont quand même des signes très suspects aujourd'hui de la Covid-19. Voilà. Je voudrais quand même faire remarquer, hein, sans évidemment minimiser l'épidémie, hein, que la grippe saisonnière fait quand même chaque année 8 000 morts. Il y a 2 ans, la grippe a été particulièrement sévère, elle a fait 12 000 morts. Et évidemment, cette mortalité existe quand bien même il y a un vaccin. Donc, on peut penser que la grippe saisonnière ferait beaucoup plus de victimes s'il n'y avait pas le vaccin. On se rapprocherait des chiffres de l'infection actuelle. Tout ça pour dire que la grippe saisonnière, ce n'est pas non plus forcément une maladie anodine et qu'il faut de toute façon en faire la prévention. Autre question pour quand même répondre à la question là qui n'est pas posée, vous avez vu qu'aujourd'hui,
il est quand même très conseillé de faire le vaccin contre la grippe saisonnière pour éviter d'avoir les deux maladies en même temps, notamment et surtout pour les personnes À fragiles. risque, oui. Et aussi pour éviter, effectivement, comme il y a aussi beaucoup d'hospitalisations dans le cadre de grippe, comme tu le disais très bien, de ne pas mettre à mal notre système sanitaire. Autre question, donc si on déjeune tous les jours avec une collègue, pas besoin de mettre ensuite le masque dans le bureau si on travaille ensemble par la suite. Non, il faut porter le masque. Il faut porter le masque. Il faut porter le masque, il n'y a pas de... Ce n'est pas une raison. De toute façon, si la collègue n'est pas votre épouse ou plus ou moins, enfin si affinité, je pense que de chacun de votre côté, vous risquez d'être contaminé en dehors du travail si vous prenez les transports en commun. Donc chaque jour, le problème se pose. Autre question, donc, dans le cadre de dégustation professionnelle à plusieurs œnologues, quelles règles par rapport au port du masque obligatoire? Compliqué. Ça, c'est compliqué. Mais c'est évidemment pas possible de le mettre pendant la dégustation, mais moi, je conseillerais plutôt de le mettre pendant les phases d'attente et puis respecter la distanciation pendant la phase de dégustation. Et puis aérer le local. Voilà. Enfin, tout ce qui est mesures classiques, hormis pendant la phase de dégustation, pour en parler, mais ce qui n'empêche pas non plus de maintenir la distanciation sociale, enfin la distanciation physique. Je regarde s'il y a d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir avec nous sur le module de questions-réponses. Jonathan? Oui. Oui, si je peux me permettre, Pascal Jaille, chargé de communication du MEDEF. Je rappelle aux participants de poser vos questions dans la partie QR et non pas dans la partie chat, parce que je vois qu'il y a énormément de questions dans la partie chat. Et étant donné que nous répondons aux questions qui se situent dans la partie QR, pas mal de questions vont rester sans réponse, j'en ai peur. Je vais essayer de les reprendre également dans cette partie. Donc, j'en ai une qui est: en cas de contact dans l'entreprise, ce salarié est rémunéré de quelle façon durant son absence en attendant d'effectuer le test? Arrêt maladie? Souvent, je pense, c'est un arrêt maladie en principe. C'est-à-dire, à moins qu'il soit en télétravail. C'est ce que j'allais dire. Si la personne est en télétravail, quand c'est possible, il est payé en faisant son travail en télétravail. Sinon il est en arrêt maladie. Voilà. Avez-vous des exemples de fichiers permettant de tracer les cas contacts en entreprise? Non. Si un salarié ne respecte pas délibérément le respect des gestes, malgré les moyens mis à disposition, doit-on le mettre à pied de façon disciplinaire? Enfin, en tout cas, cela relève de la sanction disciplinaire. Oui, ça a été d'ailleurs dit par le ministère et par la ministre. Bien sûr. Donc là, il y a la question sur la dégustation professionnelle. Autre question, donc si un cas se confirme à l'entreprise, faut-il fermer l'entreprise pour tester l'ensemble du personnel? Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Seules les personnes contact à risque sont à tester. C'est-à-dire, quand on se croise dans un couloir, il n'y a pas de risque particulier. En revanche, les personnes qui sont restées en face à face à moins de 1 mètre ou qui étaient sans masque, oui, en espace clos pendant au moins 15 minutes, ces personnes-là sont considérées comme des contacts à risque et doivent se faire tester. D'où l'importance aussi dans les réunions de travail, par exemple. Moi, j'avais une entreprise où les gens portaient plutôt leur masque dans les espaces partagés. Par contre, quand ils avaient des réunions, ils se distançaient mais ne portaient pas de masque et étaient également en face à face. Et là, il y a eu des contaminations. Donc, attention à ça. Quand vous êtes en réunion, il faut porter des masques. Autre question, si un cas se confirme à l'entreprise, faut-il fermer l'entreprise pour tester l'ensemble? Non, ça, on vient de répondre. Faut-il appliquer la même procédure lorsqu'un salarié déclare un contact à risque, testé positif, et un contact ayant des symptômes, mais pas encore testé, donc on ne sait pas si c'est un risque Covid ou une autre maladie? C'est-à-dire, si la personne
et d'une manière ou d'une autre, un sujet contact à risque. Ça peut être professionnel, ça peut être extra-professionnel. Par exemple, vous n'êtes pas malade et vous vivez avec une personne dont vous apprenez, votre épouse, votre mari, vous apprenez la positivité, vous devenez un contact à risque et vous devez être traité comme un contact à risque. C'est-à-dire que si votre conjoint vous dit est malade, vous devez vous isoler. Mais un contact d'un contact à risque n'a pas forcément, voilà, parce que c'est un peu ce qui se passe souvent, c'est que on a, admettons, une personne qui a été déclarée contact à risque, à isoler, mais elle-même a rencontré d'autres personnes, mais là, on ne peut pas isoler tout le monde. Dans un cas comme ça, il faut attendre les résultats du contact à risque. Voilà. C'est-à-dire que si le contact à risque, finalement, s'avère positif, évidemment, le contact devient un contact à risque. En revanche, si le contact à risque n'est pas atteint de la maladie, que ce soit de façon symptomatique ou non, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. La personne peut travailler normalement. Oui, elle peut travailler normalement. Elle peut éventuellement surveiller peut-être plus régulièrement sa température matin et soir, mais surtout porter un masque, reprendre les gestes barrières qui sont la distanciation, le lavage régulier des mains. Autre question, comment gérer un salarié qui nous annonce avoir été en contact avec une personne, on l'a lu celle-ci, une collaboratrice fragile, sclérose en plaques, souhaite reprendre malgré notre désaccord. Elle occupe un poste d'hôtesse d'accueil. Pouvons-nous l'autoriser à reprendre si la demande vient d'elle? Bon, alors, dans un cas comme ça, de toute façon, vous allez demander l'avis du médecin du travail. Et dans un cas comme ça, les consignes du ministère et du Conseil de l'ordre sont particulièrement claires. Le médecin du travail a un devoir d'information et de conseil auprès du salarié, notamment de l'informer sur les risques éventuels, mais en aucun cas, le médecin du travail peut empêcher de travailler une personne qui n'est pas malade, qui ne relève pas de l'arrêt maladie. Bon. En cas de difficulté, évidemment, le médecin du travail peut très bien conseiller un aménagement de poste et des mesures barrières peut-être plus spécifiques et plus drastiques que ce qui se passe dans la situation normale. Autre question, en cas de symptômes type rhume, nez qui coule, mal de gorge, on ne pense pas Covid? C'est vrai que il est très difficile de répondre. En général, il y a quand même fièvre ou sensation de fièvre associée. Maintenant, alors ça dépend, il y a des personnes, les enfants par exemple ont assez classiquement ce genre de symptômes durant cette période, surtout à la rentrée scolaire, mais malgré tout, il peut s'agir éventuellement de signes Covid, hein, mais bon, après on va pas voilà, c'est vraiment étudié cas par cas, hein, c'est un peu difficile de donner une réponse générale. On peut quand même répondre que dans un cas comme ça, de toute façon, si tous les gestes barrières, les mesures barrières sont respectés en entreprise, c'est-à-dire on assure la distanciation et dans un cas comme ça, il faut quand même au moins recommander à la personne d'avoir un masque chirurgical, le risque est quand même contenu. Autre question, je suis gérante d'institut de beauté. Tous les salariés portent le masque et le changent 2 fois par jour, les mesures sanitaires strictes. Si une salariée devait être atteinte du Covid, est-elle considérée comme contact à risque au sens de votre diaporama? Elle est testée positive, c'est ça? Je pense que ça doit être les autres salariés sont-elles considérées comme contact à risque? Je ne comprends pas trop. Non, je veux dire, si la personne elle est malade, elle n'est pas contact à risque, elle est considérée comme malade. C'est avéré. Voilà, donc elle est isolée. Après, les personnes qui sont contact à risque, tout dépend des conditions de travail. Est-ce que les collègues aussi déjà ont été en face à face, Par contre, effectivement, là où le problème se pose, c'est peut-être là que la question, c'est par rapport au client. Au client, moi je pense que c'est la question. Voilà, il faut que le client soit informé et que le client, effectivement, se fasse tester. Voilà. Moi, j'ai un peu le même problème dans les crèches parce que quelquefois,
ce sont les parents qui sont positifs, quelquefois ce sont les enfants, et quelquefois ce sont les auxiliaires de puériculture. Donc, à chaque fois, chaque catégorie, je dirais, doit informer les autres. Autre question, peut-on continuer à travailler dans les bureaux sans fenêtre donnant sur l'extérieur? Pas possible d'aérer toutes les 15 minutes. Alors là, je vais répondre à la question. Je parlais tout à l'heure d'aération ou de ventilation conforme à la réglementation. Donc là, dans ce cas-là, l'aération n'est pas possible puisque vous n'avez pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur. Par contre, peut-être existe-t-il une ventilation mécanique. Je n'ai pas l'information, mais dans ce cas-là, pour qu'elle soit conforme à la réglementation, s'agissant d'un bureau, la ventilation doit être réglée sur un débit de 25 mètres cubes par occupant. Donc, en fait, la conformité est définie dans le Code du travail et vous avez en fonction du type si c'est un bureau, si c'est un atelier avec beaucoup d'efforts physiques, si c'est un atelier avec beaucoup d'efforts physiques, vous avez des volumes de renouvellement d'air qui sont donnés en mètres cubes par occupant. D'ailleurs, c'est indépendant de l'épidémie. Hein. C'est indépendant. Oui, c'est la réglementation sur la ventilation des locaux. En fait, il faut respecter cette l'occasion de vérifier. Autre question. En cas de contact confirmé, est-ce que l'ARS recherche les cas contacts dans l'entreprise ou devons-nous contacter directement l'ARS? Alors, lorsque le cas contact est confirmé, donc aujourd'hui, il va être signalé sur une plateforme à partir du moment où son test est positif. Il sera contacté par l'ARS. L'ARS va lui demander s'il connaît les sujets contacts, enfin les personnes contacts. Il va les signaler et en général, ce sont les personnes contacts qui seront contactés par l'ARS ou par les membres de la CEPAM. Hein. C'est comme ça que ça se fait. Voilà. Donc, les personnes, ces cas contacts dans l'entreprise devraient être contactés par ce biais-là. Autre question, donc, concernant le nettoyage des locaux, la plupart de nos salariés sont en télétravail. Nous sommes en moyenne moins de 5 salariés présents au lieu de 30. Le nettoyage renforcé des locaux paraît dans ce cas disproportionné. Pas forcément, puisque vous avez des locaux qui sont collectifs, hein, que ce soit alors je ne sais pas de quels locaux il s'agit, mais ça peut être les locaux sociaux, les vestiaires, les toilettes, etc. Dans ce cas-là, que vous soyez 5 ou que vous soyez 30, vous allez toujours toucher les poignées de porte, toucher les interrupteurs, etc. Bon, s'il y a des bureaux qui ne sont pas occupés pendant plusieurs jours, là, la question peut se poser, mais au moins pour les bureaux qui sont occupés et les locaux pour lesquels les salariés vont et viennent, la question ne se pose pas. Autre question, les symptômes de type rhume, nez qui coule, maux de gorge sont-ils insuffisants pour suspecter le Covid? On a déjà eu un petit peu la question tout à l'heure. C'est toute la complexité d'ailleurs du diagnostic. Le diagnostic. Je disais que aujourd'hui, le diagnostic, on a effectivement les tests virologiques, mais on peut aussi avoir un cas de personnes qui présentent des signes qui sont fortement suspects de la pathologie, mais qui ont un test PCR, par exemple, négatif. Dans ces cas-là, on peut le médecin va éventuellement demander va faire une prescription de scanner thoracique, parce que je n'en ai pas parlé en début, mais c'est vrai qu'on peut retrouver, même sur des signes très légers, des images au scanner, sur les tomographies, images qui sont très caractéristiques en verre dépoli et qui vont pouvoir notamment donner le diagnostic de la Covid-19 malgré un PCR négatif. Voilà, c'était une petite précision. Alors, dans le cas de fourniture de masques en tissu certifié AFNOR aux salariés, et puisque ceux-ci sont considérés comme EPI, ne peut-on opposer à l'employeur l'obligation de lavage? Bonne question. Oui, c'est une très bonne question.
C'est variable. Je pense qu'il faut quand même, moi je sais pas, moi j'avais un employeur qui a fourni effectivement des masques tissus à ses employés. Il leur a fait quand même signer le fait qu'il leur a fourni ces masques et a donné toute une procédure à adopter pour nettoyer ces masques. Voilà. Et j'ai des employeurs qui... Bon, après, il y a peu d'employeurs qui lavent les masques quand même, hein, mais j'en ai un qui le fait. Et c'est compliqué parce qu'il a mis le nom des salariés sur les masques et il s'occupe du nettoyage. Voilà. Du lavage plutôt. Le plus simple est de fournir des masques. Oui, dans ces cas-là, le plus simple, c'est les masques. C'est quand même une situation inédite pour laquelle il n'y a pas aujourd'hui de jurisprudence. Il est évident que lorsqu'on expose ses salariés, par exemple à l'amiante, on a l'obligation de fournir et de nettoyer les tenues de travail. Là, les masques, c'est quand même très différent. Si on pouvait compter sur la raison des gens, c'est vrai que c'est pas... C'est quand même plus facile que la personne nettoie son masque. C'est beaucoup plus simple, bien sûr. Autre question, je loue des salles de formation à des associations qui reçoivent des enfants. Le port du masque est obligatoire dans notre site. Les enfants doivent-ils aussi porter les masques s'ils ont moins de 11 ans? Non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Non. Ça n'est pas obligatoire. Après, c'est aussi un sujet de débat entre spécialistes, puisque certains médecins, certains pédiatres affirment qu'il faudrait porter le masque dès 3 ans. Bon, jamais en dessous de 2 ans, mais 3 ans, c'est quand même... c'est pas forcément facile. Je crois qu'il y a certains pays qui disent 6 ans, mais 3 ans... Autre question, les salariés en contact avec des clients, des fournisseurs, doivent-ils porter des masques particuliers, c'est-à-dire différents des masques jetables ou lavables? Non. D'ailleurs, dans l'exposé que j'ai fait, ce qui est plutôt préconisé, c'est les masques en tissu en catégorie 1 pour les salariés qui sont en contact avec le public. Bon, ça n'empêche pas de porter les masques faux non plus. Moi, j'aurais tendance, mais là, c'est le médecin qui parle, à quand même, à chaque fois conseiller, quand c'est possible, un masque plus efficace. Voilà, aujourd'hui, on trouve quand même des masques assez efficaces. Pourquoi acheter des masques moins efficaces, alors que c'est même pas moins cher? Pour revenir sur la question d'un contact dans la vie privée avec une personne présentant des symptômes, alors on attend le résultat du test qui peut arriver dans 3-4 jours et on laisse le salarié venir au travail. Alors, en théorie, aujourd'hui, les personnes qui présentent des symptômes, donc la personne qui présente les symptômes, devrait aujourd'hui avoir accès à des tests beaucoup plus rapidement et des réponses plus rapides à ce test. Donc, ce qui limite déjà le temps. Maintenant, une personne, dans ce cas-là, on peut dire que la personne qui est en contact avec la personne symptomatique, elle devient une personne quand même à risque. Donc, c'est un cas à risque. Là, je dirais le mieux, c'est toujours penser au télétravail dès que c'est possible, plutôt qu'elle s'isole en télétravail si c'est possible, bien sûr, en attendant le résultat de la personne qui vit avec lui ou elle. Lorsqu'une personne est en contact à risque et fait le test, devons-nous attendre les résultats du test pour revenir en présentiel, les délais étant de plus en plus longs, 7 jours d'isolement? Normalement, ça devrait vraiment aller plus vite à partir d'aujourd'hui. L'ARS d'Île-de-France va aussi déployer de nouvelles structures qui seront déployés sur les différents départements de l'Île-de-France pour faire plus de tests. Ces structures ne feraient que des tests PCR. On devrait avoir les résultats de plus en plus rapidement.
Enfin, ceci étant dit, le résultat, si le test est fait très très précocement, le résultat peut être négatif. Oui, oui, il faut effectivement que le. Oui, 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 effectivement, c'est bien que de le dire. Dès qu'il y a des symptômes, quand il y a des symptômes, on fait le test. Mais les personnes qui sont les cas à risque, qui, eux, ne vont pas faire le test directement. On attend en général autour du 7e jour après le dernier contact avec la personne. Sinon, le test peut être négatif et donc faussement. Oui, ou alors on peut faire un test tout de suite et après, mais de toute façon, de refaire un test au bout de voilà. 7 jours. Autre question, le télétravail est parfois possible pour des gens à risque, mais nécessite toutefois d'être présent en entreprise 1 ou 2 jours par semaine, notamment pour les managers. Est-ce possible de l'organiser ainsi avec précautions particulières? Masque, bureau individuel? Oui, oui, je pense que oui. Ça dépend après, tout dépend du type. Ça, c'est aussi une question qui dépend de la pathologie de la personne fragile. Hein, parce que... Au mois de juillet, je vous aurais répondu non, parce que pour moi, c'est tout ou rien. On est fragile, on reste à la maison, on va au travail. Parce que la situation était différente, notamment dans les entreprises. Dans certaines entreprises, par exemple, le port du masque n'était pas demandé et les gens, la distanciation non plus. Donc aujourd'hui, la situation est différente à partir du moment où le port du masque est obligatoire et je pense que de plus en plus, les entreprises essayent de respecter la distanciation et le masque. Donc dans un cas comme ça, on peut effectivement organiser du présentiel en s'assurant quand même de mesures quand même barrières assez strictes. Et en plus, si cette personne vient en voiture, c'est aussi plus rassurant que si la personne en question utilise les transports en commun. Ouais. Sur cette question du port du masque d'ailleurs, hein, c'est là qu'on voit qu'il peut y avoir des divergences entre les données médicales et puis les circulaires ministérielles. C'est que je pense que depuis le début de la pandémie, et quoi qu'on ait pu dire en haut lieu, l'immense majorité des médecins du travail ont quand même recommandé le port du masque dans les entreprises. Parce que pour une infection comme ça qui se transmet, comme elle se transmet donc par les postillons, voire par l'air, le port du masque était quand même une mesure pertinente et rationnelle d'emblée. Autre question, donc l'employeur doit-il prévenir la médecine du travail d'un cas positif dans l'entreprise systématiquement? Ben, si on en croit les textes officiels, oui. Oui. Voilà. Donc, si dans l'entreprise, il n'y a pas initialement d'accord de télétravail, devons-nous en rédiger un avant de donner la possibilité à nos collaborateurs de travailler à leur domicile? C'est une question plus d'employeur. Ouais, c'est plus juridique. Ben, c'est-à-dire, on est quand même là dans l'urgence. Hein. Oui. C'est-à-dire que si, imaginons que demain, la situation se dégrade et que le gouvernement décide à nouveau d'un confinement, ou les préfets, s'il n'y a pas d'accord, on ne va pas attendre de négocier un accord pour mettre les gens en télétravail, d'autant que la prescription du télétravail peut être une prescription médicale faite par le médecin du travail, auquel cas l'employeur est quand même tenu de le prendre en compte. Oui, hein. oui. Alors, autre question. Dans la zone de PM2, les salariés... Paris Nord 2. Paris Nord 2, d'accord. Ça te concerne. Les salariés peuvent aller déjeuner au restaurant inter-entreprise, mais l'employeur est-il responsable des mesures Covid-19 mises en place? À ce jour, les mesures nous semblent très légères. Peut-on interdire aux salariés d'aller dans ces restaurants inter-entreprises? Je ne pense pas qu'on puisse interdire d'aller dans ces restaurants inter-entreprises. Non, parce que s'ils vont dans un restaurant quel qu'il soit... Ah bah oui, c'est pas oui. Mais je suis un peu d'accord avec
la personne qui a posé la question. Parce Ouais. que, effectivement, parfois, ces réflexions Non, mais l'employeur peut peut-être demander, prendre contact avec le gérant oui, pour lui faire oui, remarquer qu'il y a un oui, et problème. Hein. peut-être lui demander les mesures, qu'il lui envoie par écrit les différentes mesures et échanger avec lui. Je pense que c'est une sage réponse. De toute façon, on a bien vu pendant les vacances que les restaurateurs ne respectaient, enfin, qui avaient perdu beaucoup d'argent, hein, il faut dire en mars, avril, mai, juin, n'ont pas toujours respecté la distanciation. Mhm. Donc, des personnes peuvent se contaminer les collègues de travail, ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Hein. Mhm. Dernière question. Un salarié a son enfant qui est personne contact. Notre salarié peut-il travailler ou doit-il aussi se faire tester et être mis en télétravail en attendant? Si j'arrive à lire, c'est que finalement, le salarié est contact d'une personne contact. Oui, c'est ça. Donc, le cas que vous évoquiez, non, tout à il l'heure. peut venir travailler. Bon, bien sûr, il fait attention, toujours porter le masque, se laver les mains régulièrement, mais la distanciation aussi. Mais là, c'est le cas d'un contact, d'un sujet contact à risque. Enfin, c'est un peu complexe. Ok, je crois n'avoir oublié aucune question. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous dire au revoir. Ah, si, j'ai vu qu'il y avait encore une question. Je ne sais pas dans quel sens. J'ai vu salarié. 11h53, 11h51, 11h56, 57, 59. Non, ça, Jonathan, il y a la question de 12h20. Si notre enfant ne peut pas aller à l'école car elle est fermée, comment gérer l'absence? D'accord. Merci. Je crois qu'aujourd'hui, ce sont un des parents, non? Je sais pas. Ouais, c'est un des Enfin, c'est pas une question médicale. C'est pas une question médicale. C'est une oui. question qu'il faut poser au gouvernement, au ministre. Ouais, je crois que c'est pas prévu. C'est le problème. C'est pareil avec les fermetures d'écoles. Hein. Oui, On est dans la même situation. Ouais. Ouais. Ah bah oui, bah c'est ce que vous décrivez. Ça, nous, on peut pas. Il n'y a pas vraiment de réponse, hormis si vous avez la possibilité de travailler en télétravail avec l'accord de l'employeur. C'est un gros sujet, hein, puisque plusieurs classes, mais là, plusieurs écoles sont. De toute façon. Ouais. Et plusieurs écoles sont. Non. Peut-on apporter en plus du masque Alors, quelles mesures supplémentaires peut-on apporter en plus du masque à un salarié intervenant en clientèle et ne pouvant garantir une distanciation physique d'au moins 1 mètre? Alors, quelles mesures supplémentaires apporter en plus du masque à un salarié intervenant en clientèle et ne pouvant garantir une distanciation physique d'au moins 1 mètre? De toute façon, le client a un masque, la personne a un masque. Oui. On peut ajouter une visière aussi. Après, peut rajouter une je ne sais pas visière, comment ça dépend des circonstances. Est-ce qu'il y a un écran en plexiglas dans certains cas Bon, en général, une distanciation d'1 mètre, c'est pas tellement important. C'est pas très. Je veux dire, en taille, je pense qu'on peut se distancer de 1 mètre. On peut se distancer de 1 mètre. 1 mètre, c'est souvent possible, la distanciation d'1 mètre. Hein. Ceci étant dit, là aussi, je pense que si vous êtes en face d'une personne qui est symptomatique, 1 mètre, ça suffit peut-être pas. Non. Puisque déjà, là, tout l'éternuement, beaucoup plus, ça peut projeter les gouttelettes jusqu'à 2 mètres d'ailleurs. Il y a une étude qui avait été faite il y a quelques années dans le métro qui montrait que si une personne dans une rame éternuait, elle contaminait tous les gens du wagon. Donc, en milieu clos, même ça. Ah oui. On parlait aussi des sportifs, des gens qui. Voilà, 1 mètre, ça peut paraître quand même un peu juste. En plein air, c'est différent. Hein. Oui, en plein air, c'est différent. Il y a quelqu'un qui nous apporte une réponse sur la question des fermetures d'écoles. Les salariés du privé contraints de garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège et qui seront dans l'impossibilité de télétravailler seront placés en activité partielle, a annoncé le gouvernement mercredi 9 septembre au soir dans un communiqué.
On vous remercie pour ces précisions. Ça continue, mais je vais... C'est vrai que ce n'était pas prévu là dans les textes. Ils pourront aussi... Ok. Donc, il y a d'autres précisions hein, sur cette intervention. Hein. Je vous remercie. C'est intéressant. Y a-t-il d'autres questions sur la présentation, sur le protocole, sur les questions à poser à nos médecins? J'avoue que je suis un peu perdu dans le fil des questions. 22, 23, 24. Donc ça, on avait les tests d'orthophoniste médicale. Je crois que c'est terminé. Je crois qu'on a fait le tour. Ah, une autre. Ah non. Merci beaucoup pour cette réunion et votre disponibilité. Merci d'avoir été de votre attention, et de nous avoir posé ces questions.